Le monde vidéoludique est pavé de success stories, mais parfois le succès ou l'échec de certains d'entre eux se joue sur un seul choix déterminant, et souvent les studios derrière ces choix se mordent les doigts. Aujourd'hui, on va se pencher sur ces cas d'école qui font que même plus d'une décennie plus tard, le monde du jeu vidéo garde en mémoire ces différentes décisions qui n'ont pas été très malines, et on va sûrement commencer par la plus connue de tous, Dota. Vous connaissez sûrement la mode folle des MOBA pour Multiplayer Online Battle Arena et vous passez possiblement vos journées à péter un câble contre vos coéquipiers dans ce mode en 5v5. Eh bien, saviez-vous qu'à l'origine, ce style de jeu était un mode de Warcraft 3 et même de Starcraft 2 en fait? Oui, le jeu de stratégie de 2002 et ça s'appelait Defense of Ancient, Dota pour les intimes. Mode de jeu ayant vu le jour pour la première fois en 2003 avec une forte inspiration de la map Ionstraft issue d'un mode de Starcraft. Il y a eu un succès interplanétaire avec, notamment sa mise à jour de 2005, Dota All-Star. Il y a eu plusieurs noms assez connus derrière ce mode dantesque, que ce soit autour du jeu ou des forums communautaires, Hull, IceFrog, Pendragon ou encore Ginzo, qui doivent être les 4 plus importants. Vous avez possiblement reconnu certains noms et vous allez voir que c'est pas anodin. Il faut vraiment réussir à se rendre compte du succès de ce mode. Beaucoup de gens achetaient Warcraft 3 uniquement pour jouer à Dota All-Star. Ils n'ont jamais lancé la campagne, ils ne savent même pas qui sont les personnages sur la jaquette du jeu. Non, tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir jouer Tiny dans le plus grand des calmes. Le succès est tel que le groupe Bass Hunter en a carrément fait une musique comptabilisant 47 millions de vues sur YouTube aujourd'hui. On peut y voir un monde où tout le monde joue sur des écrans avec un ratio 4/3 et même un truc encore plus rare, des gens en boîte de nuit. Il n'y avait pas trop de gestes barrières à l'époque, il est vrai. Et on fait quoi quand un mode devient plus populaire que notre jeu sur notre propre jeu? Bah absolument rien, pardi. Ça fait des ventes de notre jeu et ils gagnent absolument rien. Donc nous, on est trop contents, eux, bah ils font ça par passion, ils le feront toute leur vie. Ah là là, bien naïf, hein, les gars de Blizzard à l'époque quand même. Hein. Si seulement ils avaient fait un choix différent à l'époque, le monde du MOBA serait sûrement complètement différent aujourd'hui. Il y a eu des rumeurs comme quoi Blizzard aurait aussi refusé de travailler avec eux d'ailleurs, car ils n'avaient soi-disant pas besoin d'eux pour faire leur propre MOBA. Ce qui fait que suite à ça, chacun est un peu parti dans son coin, avec notamment Ginzo et Pendragon rejoignant une petite société voulant faire leur propre MOBA en 2009, Riot Games. Et là, la guerre a commencé avec des coups assez sournois, notamment du côté de Pendragon qui a complètement fait disparaître les forums de DotaAllStar.com pour faire apparaître une pub de League of Legends à la place. Vous imaginez le délire? Des années d'archives de discussion du plus gros forum du jeu qui disparaissent du jour au lendemain pour une pub du concurrent. Sacré coup dur. Au final, un remplaçant est arrivé, PlayDota.com, géré par IceFrog, qui lui de son côté se fait démarcher par Valve pour créer la suite Dota 2 qui sortira en 2013. Et là, pas plus personne n'a d'intérêt à jouer au mode sur le jeu de Blizzard, ce qui fait qu'il sera de plus en plus délaissé. Donc bah Blizzard était pas trop content et a carrément attaqué Valve pour le nom Dota, car bon, le mode était sur leur jeu, ils pouvaient pas le nommer comme ça quoi, c'est pas juste. Sauf que la justice a donné raison à Valve là-dessus, et le pire là-dedans c'est que Blizzard de son côté était en train de développer Dota Blizzard depuis 2011 et a donc dû le renommer. Ils n'ont même pas pu garder le nom du jeu alors que c'était celui-là qui était populaire chez eux. Vraiment le seum quoi. Au final, le jeu fut renommé Heroes of the Storm et est sorti en 2015 mais n'aura pas un franc succès, car certes il y a le fanservice avec tous les personnages de Diablo, Warcraft, Starcraft et Overwatch ou encore d'autres trucs, mais les joueurs se sont déjà investis sur League of Legends ou Dota 2. Autrement dit, c'était assez peine perdue et Blizzard ne sera plus jamais un cadre du MOBA après ça. On sent quand même que Blizzard a eu la turbo-haine avec toute cette histoire encore aujourd'hui, car suite à ça, avec la sortie de Warcraft 3 Reforged, ils ont complètement changé les modalités de service. Vous savez, le fameux truc qu'on lit jamais car il y a beaucoup trop de texte mais qu'on appuie quand même sur accepter. Bah là, il y avait quand même quelque chose à noter. Là où sur le Warcraft 3 original, c'était un peu la foire à la saucisse et tout était autorisé sans que Blizzard mette son nez dedans, maintenant il est interdit de vouloir faire du profit avec son mode. Et pire que ça, toute création faite sur le jeu devient propriété intégrale de Blizzard. Ouais, autrement dit, plus personne ne crée de mode sur le jeu maintenant. Tu m'étonnes. En même temps, vu comment cette version Reforged a été détestée de tous, même sur le jeu de base, cette mention n'aurait probablement rien changé. Auto Chess. Et là, on va pouvoir dire que l'histoire se répète. Le nouveau jeu à la mode pour faire du mode est devenu Dota 2. Ouais, cocasse, ce serait encore plus cocasse qu'il arrive la même chose à Valve par rapport à un mode super connu sous le jeu, non? Vous connaissez Auto Chess? Auto Chess est un mode sorti sur Dota 2 en janvier 2019, créé par le studio Drodo. Le but du jeu est de poser des personnages qui vont combattre automatiquement sur un échiquier et de battre les 7 autres joueurs présents, mêlant donc stratégie de placement et stratégie de composition. Et ce dernier a eu un succès tout aussi fulgurant que Dota à l'époque. Tout le monde jouait Auto Chess au point que, comme sur Warcraft 3, il y avait plus de gens qui jouaient à Dota 2 pour jouer à Auto Chess que pour jouer à Dota 2. Le comble. Mais tout ça me rappelle un truc. Suite au succès du jeu, une discussion a eu lieu entre Drodo et Valve pour pouvoir justement créer un vrai jeu depuis ce mode. Et bah Valve a refusé de travailler avec Drodo. Bon, y a vraiment besoin que je raconte la suite de l'histoire maintenant? Suite à ça, Drodo fait son standalone en collaboration avec l'Epic Game Store d'ailleurs, hein, le bon concurrent à Steam qui appartient aussi à Valve. Et donc commencent les embrouilles. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé lors de la négociation
relation entre Drodo et Valve, mais ça devait vraiment pas bien se passer. Et en même temps, vu qu'il y a Discord, d'autres s'intéressent aussi au mode, notamment un studio dont on a déjà parlé avant, eh bien oui, Riot Games encore ici. Ouais, ils sont nuls pour créer des jeux d'eux-mêmes, mais alors pour reprendre les idées d'ailleurs et les perfectionner, bah ce sont les meilleurs hein. En effet, en juin 2019 sort Teamfight Tactics avec tous les personnages de League of Legends et devient l'auto-chess le plus populaire de tous. Et Valve de son côté a aussi sorti son auto-chess Dota Underlords en juin 2019 aussi. Mais bon, faut bien que tout soit exactement pareil hein. Le jeu comme Heroes of the Storm n'a pas plus marché que ça, et est donc aussi devenu assez secondaire, ce qui fait que Valve n'est désormais plus le cadre de l'auto-chess. Bon, on verra quel sera le prochain jeu méga populaire et qui fera encore la même bêtise. Mais pour boucler la boucle, Blizzard a aussi fait son auto-chess avec Hearthstone Battlegrounds. Je pense qu'ils se sont dit qu'ils allaient pas rater le coche cette fois, on sait jamais. Star Wars Battlefront 2. On pourrait trouver étonnant que Valve ou Blizzard fassent des choix nazes. Par contre, il y a une société où on sait qu'ils en font souvent, bah c'est Electronic Arts. Après tout, on est sur la société notée comme la pire compagnie américaine en 2018. Faut bien qu'ils soient à la hauteur de leur titre. Cette distinction leur a été donnée entre autres à cause de Star Wars Battlefront 2 sorti un an plus tôt en 2017. Rien de particulier à dire hein, sur le jeu, c'est un FPS TPS assez classique dans l'univers Star Wars, ma foi sympathique, mais qui est arrivé à une période très charnière du jeu vidéo, celle de l'explosion des lootbox. Vous savez, ces fameuses boîtes que vous pouvez récupérer en fin de partie ou bien acheter, dans lesquelles vous pouvez trouver moult costumes pour vos personnages favoris. Popularisé par Overwatch, oui encore Blizzard hein, décidément, ce modèle économique est devenu extrêmement populaire, même dans des jeux qui demandent un achat initial et qui ne sont donc pas des free-to-play, comme Overwatch justement qui vend 50 coffres pour 40 €, soit le double du prix du jeu actuellement. Et le pire, c'est que ça marche. C'est donc sans hésiter que Battlefront 2 a suivi ce modèle économique malgré son prix de base à 60 € ici. Et autant ça s'arrêterait du cosmétique comme Overwatch, ce serait pas trop grave. Pénible certes, mais pas grave. Mais non, ils ont fait le pire choix possible pour leur jeu, mettre des éléments de gameplay dans ces boîtes. Et pas des petits trucs, hein, mais la possibilité de jouer des personnages héroïques. En effet, des personnages phares de la série sont débloquables avec ces lootbox et sont évidemment beaucoup plus forts que les autres. Sinon, ce serait pas marrant. Et bon, on peut aussi les débloquer en jouant normalement plutôt qu'en payant, donc en vrai ça va. En effet, avec seulement 60 000 crédits, vous pouvez par exemple acheter Dark Vador ou Luke Skywalker, et bon, faudra seulement 40 heures de jeu pour en avoir un des deux. Quelle aubaine, dis donc, pourquoi se plaindre? Ils ont carrément eu un record sur Reddit avec toute cette polémique, celui du commentaire le plus disliké du monde. En effet, Electronic Arts, en répondant à un post qui mettait en lumière le problème de ces fameuses lootbox car ils avaient payé 80 $ et n'avaient toujours pas accès à Dark Vador, eh bien ils se sont pris un score de moins 700 000, ça veut dire que la balance entre les upvotes et downvotes est de 700 000 en faveur du downvote. Le commentaire justifiait les lootbox en disant qu'elles récompensaient les joueurs les plus ardus qui arrivaient à les débloquer sans payer. Ouais, pas foufou la justification. Ils ont aussi eu plus de 800 récompenses sur ce commentaire. J'espère qu'ils les affichent fièrement dans leur bureau maintenant. C'est pas donné à tout le monde d'être le commentaire le plus détesté de Reddit, hein. Il y a beaucoup de gens en lice. Bref, le jeu a perdu de sa superbe très rapidement malgré la force de la licence Star Wars, et sans tout ça, le jeu aurait possiblement pu être un carton incroyable, tant le jeu de base, sans cet élément, est vraiment sympa et tous les codes pour être un carton planétaire est là. Et bon, à cause de la rapidité, ils ont juste tout perdu. Le jeu a beaucoup changé depuis, il était même gratuit en ce début d'année sur l'Epic Game Store avec la Celebration Edition, ce qui fait qu'il n'a plus du tout toutes ces mécaniques assez absurdes, mais bon, le mal est déjà fait. Fall Guys. Et là, bah, vous avez aussi eu un flashback en entendant ce nom car vous y avez déjà tous joué, mais vous l'avez déjà aussi tous oublié. Fall Guys est le jeu phare de l'été 2020 avec un succès gigantesque à sa sortie malgré l'ampleur assez minime du jeu. On est dans un monde en confinement, tout le monde s'ennuie chez lui, bref, toutes les conditions sont réunies pour qu'un petit jeu devienne extrêmement populaire. Et on parle vraiment d'un petit jeu ici, hein. C'est édité par Devolver qui n'est pas un gros mastodonte comme Electronic Arts ou autre Bethesda, développé par Mediatonic qui n'a pas fait grand chose non plus, bref, le jeu sous les allures d'un Takeshi Castle vidéoludique est un réel ovni auquel peu de gros studios auraient pu croire à l'époque tant la formule était différente de ce qui marche en général. Le jeu devient très rapidement le jeu le plus streamé sur Twitch, terrassant moult Dota 2, League of Legends ou autres Teamfight Tactics. Le Twitter du dit jeu gagna énormément en popularité grâce à des blagues plutôt drôles honnêtement, et tout le monde veut avoir son propre Fall Guys. KFC, Walmart, Wendy's, Domino's Pizza et même Sonic le pangolin bleu. Et aussi ici ils ont été très intelligents et ont mis en place une enchère, celui qui est prêt à dépenser le plus pour avoir un skin annonce son effigie dans le jeu. L'enchère aura rapporté 1 million de $ grâce à Ninja, MrBeast, MLab et G2 eSport. Bref, le jeu est adulé de tous, que ce soit les joueurs, les marques, les streamers, il est au sommet du monde, devenant aussi le jeu le plus téléchargé sur le programme PlayStation Plus de tous les temps. Sacré perf encore une fois pour un studio encore inconnu de tous il y a peu, qui fait aussi un pic à 125 000 joueurs en même temps sur Steam. Mais bon, bah ce sommet, il en est retombé tout aussi vite que dans une partie de Getting Over It. En effet, le jeu étant ultra redondant, il n'y a pas vraiment les capacités pour recréer du contenu rapidement. Il n'est pas du tout modable, ce qui fait que les gens ne peuvent pas faire d'eux-mêmes leurs cartes et leurs mini-jeux. Il n'y a pas de classement officiel, donc pas réellement de progression, et la sortie de nouvelles cartes se fait de manière assez ralentie. Pire, le jeu se dégrade, et ça à cause d'une chose,
les tricheurs. Car nous allons voir ici la pire gestion des cheaters jamais vue. Ces derniers gagnaient toutes les parties du Battle Royale, ils allaient plus vite que les autres, pouvaient voler ou encore voir des éléments normalement cachés par le jeu. Bref, impossible de gagner contre eux et donc assez frustrant de jouer car plus le temps avançait et plus le nombre de tricheurs explosait. Et le truc c'est qu'il n'y avait aucune possibilité de signaler ces joueurs. Pire, le Twitter du jeu disait qu'il ne fallait pas trop s'en occuper, qu'il fallait un petit peu les ignorer car ils avaient la solution entre les mains. Mais les semaines passèrent les unes après les autres sans que rien ne change et donc cela a créé une énorme frustration avec des joueurs qui voulaient que le jeu meure puisque tout le monde se disait que les tricheurs pouvaient faire ce qu'ils voulaient vu qu'on ne pouvait rien faire contre eux. Assez mauvais choix de communication encore une fois ici. Le jeu passa de 125 000 joueurs simultanés en août 2020 à 67 000 en septembre, mois auquel ce fameux anti-cheat a été rajouté, celui d'Epic Games. Mais il était déjà trop tard puisque les joueurs n'en pouvaient juste plus. Le jeu était déjà redondant mais en plus il était devenu injouable donc plus personne n'avait envie d'y jouer. Les différents mini-jeux ajoutés au compte-gouttes n'ont pas aidé et ont même fait l'inverse puisque les gens se sont dit que la répétitivité du jeu ne changerait pas. La chute a continué d'être de plus en plus forte à cause de tout ça. 26 000 en octobre 2020, 12 000 en novembre pour arriver en juin 2020 à 7 000 joueurs simultanés. On est très loin des 125 000 de base. Et là on repense aussi aux gens qui ont mis $1 million pour avoir leur skin dans le jeu. Ouais, c'est plus aussi rentable que ça ce coup de com. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Mediatonic, le studio derrière Fall Guys, est encore une fois un petit studio qui n'avait jamais eu un tel succès auparavant. Souvent des jeux de commande, c'était clairement pas prévu que Fall Guys soit une bombe pareille. On l'a bien vu avec les serveurs assez instables et tout a dû leur tomber dessus un peu rapidement. Ces derniers ont récemment été rachetés par Epic Games d'ailleurs, encore eux, et même si je sais que beaucoup voient ce rachat d'un mauvais oeil, cela peut signer un nouvel âge d'or pour Fall Guys. En effet, en mettant le business model de Fortnite et enfin l'ajout du modding, cela pourrait recréer un afflux important sur le jeu. Et là pour le coup, l'histoire nous a montré que ça marche avec le rachat de Rocket League il y a quelques temps pour le rendre exclusif à l'Epic Games Store, mais surtout gratuit, avec l'ajout d'un Battle Pass et autres. Et depuis que tout ça a été mis en place, Rocket League est revenu sur le devant de la scène alors que le jeu était de plus en plus empreint de tomber dans les abysses. Bref, j'espère personnellement que Fall Guys va vite revenir car c'est de très loin mon Battle Royale préféré, vu que je suis pas fan d'FPS mais que j'adore les jeux de plateforme. On croise les doigts ici en tout cas, mais bon avec Epic, peut-être qu'on aura enfin un éditeur de cartes et peut-être que ce sera un mode de Fall Guys qui sera le prochain gros succès qui échappera aux mains d'Epic et vous connaîtrez la suite après. Et après ça, vu les points de cette vidéo, vous connaissez la suite. Bref, si Blizzard avait fait ci, si Valve avait fait ça, si machin avait fait chose, et si ma tante en avait deux, on l'appellerait mon oncle. On aurait tous investi dans le Bitcoin en 2012 avec des si en fait. Et vous avez une histoire comme celle que j'ai pu raconter dans cette vidéo à partager? Eh bien n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et qui sait, s'il y a de la matière et que ça vous plaît, on pourra possiblement faire un épisode 2. D'ailleurs, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est le pouce bleu de l'amour qu'il y a juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui passent leur journée sur League of Legends ou Teamfight Tactics pour leur montrer qu'ils pourraient possiblement passer leur journée sur un jeu complètement différent si l'histoire en avait décidé autrement. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!